Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Kira, ça va très très bien, j'ai passé une excellente semaine. Forcément, c'était mon anniversaire le week-end dernier, donc j'ai bien profité de mes cadeaux, notamment Baldur's Gate 3 que j'attendais comme le Messie. Je suis rentré dans la spirale, j'ai plus de vie sociale, c'est fini. Et vous pourrez voir du coup sur Twitter les péripéties du perso que j'ai créé, donc Sidel. Aussi, je me suis amusé avec un petit jeu à 2€ sur le PS Store qui s'appelle Save Room, où le principe c'est un casse-tête. Il faut réussir à remplir la mallette de Resident Evil 4. D'accord. C'est pas sous licence Capcom, c'est très chelou, mais c'est assez addictif, ça passe bien. Et évidemment, j'ai fait mon sujet hors sujet de la semaine, qui est d'ailleurs une recommandation auditeur. Je dis pas tout de suite ce que c'est, vous verrez dans le sommaire, mais franchement, ça vaut le détour. J'ai beaucoup aimé. Et toi, ta semaine ? Alors moi j'ai pas fait grand chose, moi en fait j'ai regardé la série The Full Monty, en étant un grand fan du premier film, je me suis laissé tenter par cette série Disney+, une fois n'est pas coutume, et c'était plutôt cool. J'ai regardé le film Fast and Furious 10, je me suis dit un peu de poésie et de beaufitude, c'est important, donc c'était le moment. Ça fait du bien de temps en temps. Et j'ai lu la bande dessinée Les Royaumes sans nom, que je vous recommande fortement, qui est très très cool. Et magnifique cette pochette, cette couverture avec un lion, je crois, c'est ça, un lion avec une couronne. C'est ça, tout à fait, c'est du Shakespeare avec des animaux, avec une vibe très Disney dans le design en fait, donc c'est très très cool. C'est très joli en tout cas. Ouais. Alors, quel est le sommaire de cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a préparé de beau pour nos auditeurs ? Au sommaire, cette semaine, grosse émission. On ferme un peu plus le cercueil de la Wii U et de la 3DS avec une annonce de Nintendo. Vous verrez ensuite, on va parler d'un remake très attendu par les fans. Je dis pas ce que c'est. Après, on va directement chez PlayStation pour parler d'une offre qui s'enrichit. Grosse surprise. Et ensuite, on va parler de 2 studios. Un pour une bonne nouvelle et un autre pour une moins bonne nouvelle. Ensuite, on enchaîne sur le très gros test de Starfield, le jeu le plus attendu certainement de l'année par les joueurs Xbox. Et on finit avec le sujet hors sujet dont je parlais tout à l'heure, du mouvement de la Terre. Beau programme. T'es resté un peu dans la thématique étoile, du coup, c'est cool. Bah oui, c'était voulu. Bon bah c'est parti, générique. Allez. Donc on en avait déjà un petit peu parlé en début d'année, on l'avait couvert à la Taverne du Gamer où Nintendo avait fermé l'eShop de la Wii U et de la 3DS. Et ils sont allés encore un petit peu plus loin cette semaine, donc communiqué officiel de Nintendo, nous disant qu'à partir à partir de avril 2024, les jeux en ligne, les fonctionnalités avec les communications en ligne ne seront plus disponibles sur 3DS et Wii U. Donc en gros, tout ce qui est jeux coopératifs en ligne, à distance, les classements sur Internet, la distribution de données, il disait même pour les jeux exclusifs New 3DS. Bref, une fois de plus, le rideau va se fermer sur ces 2 consoles. Une qui a très bien marché, l'autre, on en parlera un petit peu moins. C'est plus compliqué. Mais en tout cas, ils disent, et ils ont même prévenu, donc là, ils ont cité la date d'avril 2024. Mais si entre-temps, certains services devaient commencer à être dégradés, ils les couperont avant, parce que très certainement ils vont commencer à désactiver des serveurs, etc. Et si ça dégrade l'expérience, ils préféreront arrêter un peu plus tôt. C'est vrai que c'est surtout pour la Wii, la DS, c'est un monument du jeu vidéo. Ça fait des années que la console est encore dans les charts d'ailleurs, mais bon, il est quand même temps de tourner la page tôt ou tard, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Oui. Et puis la Wii U, est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Oui. Est-ce que c'est pour ça c'est compliqué de se dire est-ce qu'il y a vraiment un impact ou pas. Il y a des choses qui vont rester, la banque Pokémon, le Poké Transfert, il disait, et aussi tout ce qui est jeu hors ligne ne sera évidemment pas dégradé. Si vous avez des jeux téléchargés sur vos consoles, si vous avez des jeux en physique, tout ça évidemment va continuer. Concernant les éditeurs tiers, ils étaient un peu plus nuancés. Voilà, ils étaient un peu plus nuancés, exactement. Ils disaient contacter les éditeurs tiers pour avoir plus d'infos, mais bon, très certainement. Et tu l'as dit, à un moment il faut aussi tourner la page. Il y a eu une très très belle vie pour cette 3DS. La Wii U, comme on dit, c'est plus compliqué, mais maintenant la Switch, elle est là et bien là. En plus, petit à petit,
tu vois, ils sont en train de porter des gros succès qu'il y a eu sur Wii U, sur 3DS, sur la Switch, donc c'est dans le sens de l'histoire. Surtout que la Switch, en plus, on en parle en ce moment, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à la fin, je pense. La 3DS est sortie en 2011, je crois, de mémoire, ça fait quand même une sacrée longévité. Toutes les consoles ne peuvent pas se targuer d'avoir un tel suivi, en tout cas. Mais oui, donc c'est clair. Non, après, voilà, la roue tourne. De mon côté, on va parler de Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Donc Star Wars KOTOR, qui est pour moi le meilleur jeu Star Wars sorti à ce jour. Grand jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, forcément, qui a quand même pas mal vieilli dans ses mécaniques, et beaucoup de gens attendaient un remake. Donc un remake avait été annoncé il y a quelques années, mais il s'avère que le titre ne donnait plus signe de vie depuis déjà un certain temps. On découvre aujourd'hui que la vidéo du trailer d'annonce, initialement visible sur la chaîne YouTube de PlayStation, est désormais passée en privé. Donc ça, c'est un mauvais signe quand même. De plus, plusieurs messages officiels traitant du jeu ont mystérieusement disparu, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle annulation en interne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet 2022, nous avons appris que le développement du jeu avait été confronté à des difficultés majeures, conduisant à une pause indéfinie. En août 2022, la responsable du projet a été transférée des mains de Aspyr Media à celle de Saber Interactive, deux studios faisant partie du groupe Embracer. Sachant qu'en plus, le groupe Embracer a quand même quelques soucis en ce moment. Un petit peu, oui. Il faut il faut pas non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit, hein. Ça sent le sapin. Depuis, c'est quand même silence complet, silence radio autour du jeu, et aujourd'hui, il semble impossible de visionner le trailer sur la plupart des chaînes PlayStation. Donc si le jeu a bien été annulé, en fait, on aura, je pense, prochainement des news du côté de Sony quand même, parce qu'à la base, c'était censé être une exclue Sony, de mémoire. Ouais, tout à fait. Après, Sony est sorti du silence, hein, quand même. Ils ont dit, ils avaient été interrogés par un journaliste du site Axios, et ils avaient dit que dans le cadre, je cite, dans le cadre des activités, ils ont retiré le trailer parce qu'ils ont perdu les droits de la musique qui était dessus. Donc c'est comme ça que Sony a justifié la disparition de ce trailer. Mais là où tu as raison et je te rejoins, c'est qu'on s'embarque, je pense, dans un développement qui est chaotique, peut-être à l'arrêt, il y a eu des changements de studio, enfin ça semble compliqué. Mais ça m'étonnerait qu'en tout cas ils lâchent le projet parce que la communauté est derrière, quoi. Surtout, c'est bon, le trailer retiré à cause des droits de la musique, ça peut le faire, mais pourquoi retirer les tweets, par exemple? C'est vrai qu'on a l'impression que toute mention du jeu disparaît dans le néant. Donc ça sent quand même le sapin, cette histoire. Ouais, espérons que non, parce que je suis d'accord avec toi, moi, KOTOR, c'est une institution, hein, j'adore ces jeux. J'espère que c'est qu'un mauvais signal et que le projet va pas capoter. C'est vrai que j'adore cette licence, on va dire, du moins les deux KOTOR. Je les ai toujours sur Xbox première génération. Elles sont rétro-compatibles sur ma série X et j'y joue de temps en temps. Donc c'est vrai que ce sont des jeux très chers à mon cœur de joueur, et même si je suis en froid avec l'univers Star Wars en ce moment, c'est des jeux que je relance sans déplaisir en tout cas. Donc c'est vrai que j'attendais beaucoup de ce remake, et là je suis déçu. Ouais, à voir. Moi j'y crois encore un petit peu, mais écoute, c'est la version optimiste des choses, mais ce qui est certain c'est que c'est chaotique dans le développement, ouais. Restons chez Sony. Parlons un petit peu du PS Plus Premium qui se voit enrichi d'une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas vraiment vu venir. On va parler du Bravia Core, donc maintenant le Sony Pictures Core, qui est une offre, un service qui existait déjà depuis un petit moment, qui était sur les télés Sony avant, et qu'on pouvait aussi télécharger via les stores Google ou Apple, qui sont simplement une boutique en ligne pour louer ou acheter des films, un peu comme le ferait Apple TV, avec des films évidemment axés Sony, et avec une particularité quand même, on sait que Sony ils sont très très axés sur la tech, c'est un peu leur image de marque, et ce service de télé était compatible IMAX, ils avaient développé une technologie IMAX Pure Stream pour garantir aucune déperdition en 4K. Et c'est vrai que c'est un service qui, pour sa qualité, a une belle cote de popularité. Et l'annonce est celle-ci, c'est que l'application arrive sur PlayStation. Elle est renommée pour l'occasion, comme je l'ai dit, le Sony Pictures Core. Et se voit enrichie de 100 films offerts pour les abonnés du PS Plus. 100 films qui seront en plus mis à jour
périodiquement. D'accord, plutôt cool. Plutôt cool. J'ai testé hier soir, j'ai lancé quelques films pour voir. C'est vrai que la qualité, en effet, est au rendez-vous. Après, Netflix fait du Dolby Vision et ça cartonne aussi, donc il y a déjà des concurrences sur le marché, mais en tout cas, ils ont enrichi le PS Plus, et ça, on l'attendait un petit peu, que Sony fasse ce move de croiser le jeu vidéo, le ciné et les animés. On sait aussi que Crunchyroll, Kira, est complètement en train d'être refondu pour tenir sur toutes les télés une meilleure compatibilité des appareils Android, pour très certainement, parce qu'ils en avaient parlé, arriver aussi sur le PS Plus. Donc ça, à voir pour Crunchyroll. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais en tout cas, pour cette offre de films, c'est le cas. Aussi, ils disent que les 100 films seront mis à jour périodiquement. C'est ce périodiquement qui sera intéressant de voir. Si c'est tous les 3 mois 100 films qui changent, ça peut être vraiment intéressant. Si c'est ça bouge pas beaucoup, bon. Ouais, une fois par an, c'est un peu plus décevant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça valorise l'offre PS Plus Premium, enfin, parce qu'elle commençait à perdre beaucoup en attractivité. Aussi, il mise sur l'atout, comme je disais, croiser le jeu vidéo, la tech, la série, et on sait que Sony, c'est un géant du cinéma, et aussi faire connaître cette offre, qui franchement, moi je la connaissais même pas avant d'avoir cette annonce. Donc ça permet de donner de la visibilité et avoir des personnes qui utilisent ce service, et de valoriser le PS Plus. Oui, c'est clair, c'est un bon mood pour le PS Plus, qui est un petit peu à la traîne, faut dire ce qui est. Et c'est vrai que leur rajouter un catalogue ciné, c'est une bonne idée, surtout qu'ils ont quand même pas mal de studios en interne. C'est un producteur, Sony. Oui. Ils produisent pas que des films tirés de jeux vidéo, c'est l'avantage. Ils ont quand même certains anciens films, comme du Total Recall par exemple. Et c'est vrai que ça reste une bonne idée. À voir ce que ça va donner. Ça va peut-être faire un système un peu comme Prime, tu vois, hybride, où tu vas avoir peut-être de la musique, Sony Music, des films, du jeu vidéo. Donc oui, non, c'est un bon mood en tout cas. Et pour le consommateur, s'il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est une bonne idée. Ouais, c'est cohérent. Ça leur fait un élément différenciant qui correspond à leur ADN. Carrément. C'est Sony, comme tu dis, ils ont beaucoup de billes là-dedans. Donc à voir comment. C'est un atout, mais à Sony de concrétiser aujourd'hui, tu vois, de rendre le truc vraiment attractif sur le long terme. C'est ça, exactement, tout à fait. Faut pas que ce soit forcément les mêmes films qu'on trouve sur les autres plateformes, quoi. Sinon ça va faire doublon, et au final ça va peut-être pas intéresser les gens. En tout cas, ils activent. Tu vois, ils activent un petit peu des pièces sur l'échiquier, et ça peut être intéressant à suivre. Non, c'est clair. Alors de mon côté, on va parler de quelque chose de moins cool. On va parler du studio Telltale. Donc Telltale, dernièrement, The Expanse et The Wolf Among Us 2, qui devraient arriver tôt ou tard, et de nouveau forcé de licencier du personnel. Donc actuellement, t'es au courant, l'industrie du jeu vidéo traverse une période difficile marquée par une série de licenciements au sein de nombreux studios. On en a déjà parlé plusieurs fois. Cette tendance semble se pérenniser malheureusement avec des sociétés comme Creative Assembly dernièrement. Il y a même Naughty Dog qui a déjà fait face à des réductions d'effectifs. Et à présent, donc c'est au tour de Telltale de faire des suppressions d'emplois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le studio avait déjà fait face à une situation similaire en 2018, ce qui avait mené à la fermeture définitive du studio. Enfin définitive non, mais à la fermeture du studio en tout cas. En raison des ventes décevantes, le studio est une fois de plus contraint donc de procéder à des licenciements massifs, ils annoncent, et c'est Jonah Wang, un ancien développeur de chez Telltale, qui a partagé via Twitter que la plupart des employés ont été licenciés. Donc je vais vous lire ce qu'il a écrit. C'est un sujet délicat, mais je pense qu'il est nécessaire d'ajouter aux nouvelles concernant les licenciements dans le domaine du jeu. Telltale a licencié la plupart d'entre nous début septembre. Quant au statut de The Wolf Among Us 2, je ne peux pas en dire plus car je suis sous NDA. Donc les NDA, en fait, c'est un accord qu'on signe avec son employeur ou même tout simplement avec un éditeur, en fait, qui nous autorise pas à divulguer certaines informations. Donc les éditeurs... Clause de confidentialité. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc toutes les personnes qui travaillent pour généralement dans les gros studios sont sous NDA, donc ils peuvent rien dire. Il a quand même rajouté qu'il envoie un appel à toute l'industrie du jeu vidéo, comme quoi ils doivent se mobiliser pour se syndicaliser. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les syndicats du jeu vidéo, il y en a pas des masses, et de plus en plus, là, les voix commencent à se faire entendre, et il appelle, pas à la grève, mais il appelle à se syndicaliser en tout cas. Nous le savons déjà, mais le très attendu The Wolf Among Us 2 ne sera pas là pour 2023. Les inquiétudes concernant l'avenir de la franchise et du studio se renforcent aujourd'hui. Il est
regrettable de constater que Telltale fait à nouveau face à de telles difficultés après avoir connu une renaissance en 2019. Il est important de souligner que la marque Telltale, ses actifs et ses propriétés intellectuelles sont désormais la propriété de LCG Entertainment qui exploite et commercialise des jeux sous le nom de Telltale. Pour finir, il y a eu un petit message de l'éditeur, c'est en raison des conditions actuelles du marché, nous avons malheureusement dû nous séparer récemment d'une partie de notre équipe chez Telltale. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère et notre engagement à raconter des histoires et à trouver de nouvelles façons de le faire reste la même. Nous sommes reconnaissants à chacun d'entre eux pour le dévouement tout au long de ce parcours et nous nous efforçons de soutenir toutes les personnes touchées. Tous les projets en cours de développement sont toujours en production et nous n'avons pas d'autres informations à vous communiquer pour le moment. Donc c'est triste, encore une fois, des licenciements comme ça. Moi, en plus, je suis quand même assez attaché au studio Telltale. Il y a énormément de jeux qui m'ont plu chez eux. Et c'est vrai que de voir que ce studio est dans la panade comme ça... En fait, je me posais une question, c'est est-ce que les jeux narratifs à petit budget ou AA, en fait, peuvent fonctionner en fait avec cette abondance de contenu. Je vois Star Trek dernièrement que j'ai testé en jeu narratif indépendant qui se vend pas très bien a priori et là on voit The Expanse ne se vend pas très très bien non plus et j'ai l'impression que ce genre de jeu fonctionne quand c'est du gros jeu comme The Quarry par exemple ou Détroit. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne réflexion, surtout qu'en fait ils ont été au sommet de tel des jeux narratifs. The Walking Dead c'était eux je crois, rien que The Walking Dead, oui. Donc sous couvert d'une très grosse licence ou avec un gros studio qui a beaucoup de budget pour le marketing et tout, ça peut le faire. Tu as cité Detroit Become Human qui était une énorme réussite, mais il y avait tout le marketing de Sony, de PlayStation, enfin tu vois, il y avait du monde derrière. C'est vrai que pour Telltale, et je pense dans leur communiqué, ils sont peut-être sincères, je pense vraiment que le studio, ils sont dégoûtés de ce qui leur arrive, le licenciement c'est absolument horrible, et l'appel de ce développeur, écoute, il est légitime, hein. C'est une période très compliquée, mais c'est dans ces moments-là que je me dis que peut-être que là, un rachat, ça ferait du bien. Peut-être que Telltale a besoin de quelqu'un derrière pour les aider, les soutenir, relancer la machine. Parce que là, aujourd'hui, à mon avis, ils ont plus rien, tu vois, ils doivent pas avoir de cash, enfin je sais pas, mais la situation semble très très compliquée pour eux alors qu'ils étaient au sommet avant. C'est vraiment, ça c'est triste. Ouais, c'est très très triste et on en parlait la semaine dernière avec le Borderlands qui marchait pas, mais aussi Tales from Borderlands qui était un jeu narratif au départ qui avait été édité par Telltale, qui avait marché à l'époque, mais là le 2 qui est sorti n'a pas marché non plus. Donc oui, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est un frein de plus dans le jeu narratif quoi. Ouais. C'est triste. Là, franchement, je suis pas optimiste pour eux. D'habitude, je suis optimiste, mais là, franchement, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est vrai que ça pue, puis ça s'est fait à moitié en catimini, j'ai l'impression. Donc, Ouais. Bon, on va enchaîner sur un studio qui, là, se porte très bien. C'est vrai que le hasard de notre conducteur a fait on fait le pire scénario et le meilleur. Donc là, on va parler d'Housemarque, encore une fois, un studio que j'adore. Donc ça me donnait surtout l'occasion d'en reparler, parce que j'en avais déjà parlé. Donc, studio finlandais, à qui on doit des jeux que j'avais adorés. Stardust HD, je sais pas si tu te souviens, c'était une sorte de shoot 'em up où ton petit vaisseau, il tournait autour d'une planète. Ils ont fait Dead Nation, que tu connais, que tu aimes bien. Oui, tout à fait. Resogun aussi, un très bon shoot 'em up. Outland, enfin j'ai fait tous leurs jeux parce que vraiment je suis fan. C'est un des plus vieux studios qu'ils disent de finlandais, 1995 l'ouverture, et ils avaient été rachetés en 2021 par Sony. Et là justement c'est un peu l'histoire d'une success story, c'est pour ça que encore une fois je voulais en reparler. Et récemment on leur doit Returnal, hein, c'est un des plus gros succès critiques de la PS5, des jeux exclusifs. Moi en tout cas il est toujours dans mon top 3 des jeux que je préfère exclusifs à la PS5, où il avait la particularité d'être un roguelike AAA avec une identité assez folle. Un succès commercial un peu plus mitigé, mais on est sur il a marché, mais c'est pas non plus un carton incroyable, mais on est sur un jeu qui un peu plus de niche quand même, hein. Et donc ils expliquaient que la bonne nouvelle c'est qu'ils vont continuer à s'agrandir, à grossir, ils vont déménager, leur studio va prendre un plus gros local qui peut accueillir jusqu'à 150 développeurs, donc ça commence, tu vois, à être franchement massif. Ça commence à être massif. Là aujourd'hui ils sont 70-80, ils seront toujours dans la capitale, à Helsinki. On l'apprend sur leur blog et ils étaient assez fiers de le dire. Donc c'est une belle réussite vraiment pour ce studio. Et
Le directeur de la marque disait que grâce à ce déménagement, ils vont pouvoir profiter de salles de réunion de pointe. Donc ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'il y aura davantage de techniques. Un studio aussi où ils pourront davantage travailler la partie audio, faire des zones de test. Ils vont préparer tout un coin bien-être pour créer un environnement de travail favorable, vraiment à l'américaine. Hein. On sait que c'est très très à la mode dans ces milieux-là. Donc ils investissent durablement. Franchement, ça fait plaisir. Ils ont du talent. Donc c'est vraiment l'histoire d'un petit success story que je voulais remettre en avant. C'est vrai que là c'est deux salles, deux ambiances. Hein. On a fait le grand écart. C'est cool de voir un studio qui marche, en tout cas, ça fait plaisir. Et encore une fois, c'est avec leur savoir-faire qui grossissent petit à petit. Donc faut espérer que ça soit périn et qu'ils continuent à nous abreuver de petites pépites sympathiques. Et en plus de ce qu'ils expliquaient, donc toute cette restructuration, nouveau studio, et en plus ils ont une base aujourd'hui très solide parce qu'ils ont un moteur de jeu, ils ont des équipes plus compétentes, ils ont des équipes qui grossissent grâce à Returnal, plus de moyens grâce à PlayStation. Donc ils vont faire une nouvelle IP. Leur prochain jeu, c'est visiblement une nouvelle IP, au fort de toute l'expérience qu'ils ont eue sur Returnal, mais malgré tout cette nouvelle IP va être vraiment basée sur des mécaniques narratives qu'ils disent qu'ils n'ont pas pu intégrer à Returnal car trop ambitieuses, et là ils ont les moyens, ils vont le faire. Donc si tu veux, c'est encore une vision, tu vois, d'un studio, une vision d'auteur qu'ils vont pouvoir aller chercher grâce à ces nouveaux moyens. Donc ça donne envie, faut voir, mais en tout cas ça inaugure du bon. On sait que sur le gameplay ils sont très bons, là ils vont investir encore davantage sur la narration. En espérant qu'ils s'améliorent sur le chara-design des personnages par contre. Bah écoute, ça c'est perfectible hein, parce que l'héroïne est excellente. En plus, la narration fait partie d'un des points forts de Returnal, en plus avec cette boucle narrative et le perso qui, au contraire, il n'y a pas qu'un physique, hein, c'est un personnage qui a bien été choisi, qui a une histoire, qui a du vécu, qui a du background, et c'est une de leurs forces, vraiment, cette partie narrative. Et se dire qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout des choses avec ce qu'ils ont déjà fait, tu te dis, ils en ont encore sous la pédale. Mais je pense qu'on n'aura pas un jeu avant certainement 2-3 ans, j'imagine, je sais pas, hein, ça dépend de l'état d'avancement, mais... Oui, puis les temps de développement sont de plus en plus longs maintenant, donc faut compter 3-4 ans au minimum pour un jeu. Voilà, et si tu veux être garant de l'environnement de travail... Ouais, c'est ça aussi. Ouais, pas avant un petit moment, certainement. Ainsi se conclut la partie news. Et oui, le gros dossier est pour toi. Des news un peu plus rapides cette semaine, car le gros dossier arrive, ça va être le test de Starfield, donc petit jeu de Bethesda sorti il y a peu, donc c'est moi qui m'y suis collé, donc accroche-toi à ton slip, on est parti. Allez. Starfield, le dernier né de Bethesda Game Studio, le studio à l'origine de la saga bien sûr The Elder Scrolls et de Fallout. C'est un action RPG de science-fiction qui vous propose d'explorer la galaxie à bord de votre vaisseau spatial, de rencontrer des factions humaines et des créatures extraterrestres pour découvrir les secrets de l'univers. Rien que ça. Gros programme. Avant de faire mon test, je vais parler un petit peu de la genèse du projet Starfield. Donc c'est un projet qui a germé dans l'esprit de Todd Howard, le directeur créatif de Bethesda Game Studio, il y a plus de 10 ans. Il s'agit du premier jeu original du studio depuis plus de 25 ans, et il représente une nouvelle franchise pour Bethesda. Sur une thématique qui fascine ce bon vieux Todd, l'espace et la science-fiction, il voulait créer un jeu qui permettrait aux joueurs de vivre leurs propres aventures spatiales avec une liberté totale de choix et d'exploration. Le développement du jeu a été long et sinueux, c'est le cas de le dire. Il a été marqué par plusieurs événements importants. Tout d'abord, le studio a dû créer un nouveau moteur graphique, le Creation Engine 2, pour pouvoir gérer la complexité et la beauté des environnements spatiaux. Donc ça, c'est sur le papier, je vous expliquerai tout à l'heure. Ouais. Ensuite, le studio a dû faire face à la pandémie mondiale du Covid-19 qui a perturbé le travail des équipes et les a obligés à travailler à distance. C'était pas vraiment
vraiment la mode à l'époque. Et enfin, le studio a été racheté par Microsoft en 2020, ce qui fait de Starfield une exclusivité pour les plateformes Windows et Xbox. C'était pas prévu à l'époque non plus. Je vais faire un court synopsis, parce que ça reste quand même très dense, mais pour que vous sachiez à peu près dans où vous embarquez. Le jeu se déroule en 2330, dans un futur où l'humanité a colonisé une partie de la galaxie grâce à la découverte d'une technique alien appelée astromoteur. Cette technique permet aux vaisseaux spatiaux de voyager à des vitesses supraluminiques en utilisant les trous noirs comme des portails. Et là, ça vous ouvre votre espace de jeu. Pour commencer, donc nous, en tant que joueurs, on incarne un membre de Constellation, une organisation scientifique indépendante qui se consacre à l'exploration et à la recherche sur l'univers. Constellation est à la recherche d'artefacts. Dans Starfield, on va beaucoup rechercher d'artefacts. Ça, c'est important de le savoir. Ce sont des objets mystérieux qui semblent être liés à l'origine des astromoteurs et à la création de la vie. Nous parcourons donc la galaxie à bord de notre vaisseau, intégralement personnalisable, pour trouver ces fameux artefacts et percer leurs secrets. Le scénario du jeu est divisé en une vingtaine de missions principales qui vont conduire le joueur à visiter plusieurs planètes et stations spatiales, à rencontrer des personnages variés et faire face à des dangers et des dilemmes. Le jeu propose aussi une multitude de quêtes secondaires et des missions de faction qui vont enrichir le lore du jeu et offrir des possibilités d'interaction avec les différents groupes présents dans la galaxie. J'ai trouvé l'écriture des quêtes de faction bien plus intéressante que la quête principale. La quête principale est essentiellement une course au MacGuffin jusqu'au générique, c'est-à-dire trouver un objet, le ramener, l'étudier, aller chercher un autre objet, le ramener, l'étudier, et comme ça jusqu'à la fin. C'est une grosse déception pour moi, la quête principale de Starfield, mais c'est surtout son ambiance qui fait que ce jeu est malgré tout un grand jeu. Que fait-on dans Starfield ? Déjà, pour commencer, la création de personnages. On va créer son personnage de A jusqu'à Z, on va modifier l'apparence, le nom, l'origine et les attributs via des traits facultatifs, ce qui donne un background tangible avec un combo bonus-malus. Par exemple, moi j'avais choisi un trait, c'était d'avoir un fan. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un fan qui pouvait me stalker sur plusieurs ports, sur plusieurs planètes. C'est excellent. Et voilà, et qui me racontait mes péripéties. Donc d'un côté, c'était intéressant parce que j'avais un membre d'équipage en plus, qui pouvait me filer des cadeaux, qui pouvait m'accompagner en mission et tout. D'un autre côté, c'était super relou parce qu'il arrêtait pas de jacter en fait ce mec. Du coup, à la fin, j'en ai eu marre et je l'ai envoyé sur une station spatiale sur une base que j'ai construit sur une planète en fait, et puis je l'ai plus revu du reste de l'aventure. Le pauvre. À côté de ça, moi j'ai choisi par exemple que mon personnage était membre de l'Union des Planètes Unies en fait, l'UC comme on appelle ça. Et donc du coup, j'avais des avantages lors de certains dialogues et je pouvais aller dans certaines zones sans être embêté en fait. A contrario, quand j'allais dans d'autres zones où il y avait des pirates de l'espace, là j'étais plus facilement emmerdé. Donc c'est intéressant, ça permet de créer son personnage de A à Z, ça permet d'avoir une sensation de jeu de rôle, tu vois, d'avoir participé à l'élaboration de son perso. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un jeu en tout cas. C'est agréable, ça rend le personnage attachant, on a l'impression de s'être créé vraiment sa propre expérience et c'est cool. C'est ça, et c'est pour ça que si je recommence Starfield, je reprendrai mon personnage en fait, parce que justement il y a cet affect que j'ai pu créer avec mon avatar. J'ai pu également construire et améliorer mon vaisseau en choisissant méticuleusement mes pièces, mes armes, mes boucliers, mais également mon équipage. J'ai également eu la possibilité de fabriquer, de modifier mes propres armes, armures, gadgets, des consommables en tout genre. Et enfin, j'ai développé mes compétences dans 5 domaines distincts, donc le social, le physique, le combat, la science et la technologie. Gérer ses ressources et ses besoins sont la base, on va dire, dans Starfield. Et pour cela, ça commence par surveiller son inventaire, qui est limité donc par le poids, également en volume. Et ça, c'est un aspect assez relou, je dois dire. Impossible de charger non plus ses compagnons comme des mulets, comme ce fut le cas sur Skyrim ou sur sur Fallout, parce que justement, en fait, les collègues aussi ont un inventaire limité. Et ça, c'est assez embêtant, je dois dire. La boucle de gameplay de Starfield est donc un mélange de plusieurs genres de jeux vidéo. RPG, simulation spatiale, survie, sandbox également. Elle offre aux joueurs une grande liberté d'action et de choix dans cet univers vaste et varié.
Sur le papier, c'est bien, mais en jeu, on passe son temps à se TP. Tout le temps. Ah bon ? Toutes les quêtes finissent en fusillade également. Donc c'est-à-dire, en gros, t'arrives sur une planète, tu vas te TP d'un point A à un point B. T'arrives dans un camp, fusillade, ça part dans tous les sens. Re-TP, une fois que tu as terminé ton truc vers ton vaisseau, tu te téléportes de ton vaisseau, de l'atmosphère vers la stratosphère, et tu te re-téléportes de ton système solaire vers un autre. En fait, c'est un Starfield, c'est une gestion de téléportation. Donc ça, c'est important également de le savoir. Pour les gens qui s'attendent à des vols en vaisseau, des choses comme ça, c'est très très secondaire. Ça paraît décousu, un peu comme ça. Dit comme ça. Alors, c'est pas que c'est décousu, c'est que au final, c'est pas ce qui a été vendu initialement. Oui, mais je vais en reparler tout à l'heure. Pareil, donc comme je disais tout à l'heure, les quêtes finissent souvent en gunfight. Donc ça part en fusillade dans tous les sens. Et même si par moment, j'ai pu, juste avec mon bagou, en tout cas, j'ai réussi à désamorcer certaines situations, qui m'a permis d'éviter les fusillades. J'ai réussi à le faire avec le boss de fin, d'ailleurs. Ah. Et au final, c'est trop secondaire. Et quand on veut jouer roleplay, c'est dommage parce que ça oblige à mettre forcément des stats dans les armes en fait. Okay. Donc moi j'ai fait tout le jeu au flingue, donc j'ai utilisé très peu de mitraillettes ou de fusils, j'ai tout fait au pistolet. J'avais un perks en fait qui me permettait d'avoir une amélioration au niveau de mon flingue. Mais au final voilà, j'étais un espèce de cow-boy de l'espace, on va dire. Mais c'est dommage parce que j'aurais aimé vraiment quelque chose de différent de ce côté-là. Ouais. Même si la quête principale est peu stimulante, j'ai beaucoup aimé l'aspect philosophique et les questions qu'elle soulève. Via la quête des artefacts. Quelle est l'origine de l'univers ? Quel est le sens de la vie ? L'exploration a été une partie assez captivante de mon expérience. À bord de mon vaisseau spatial, j'ai eu l'opportunité d'explorer la vaste galaxie, visitant des planètes, des stations spatiales, m'amarrer à des vaisseaux que j'avais fraîchement éclatés à coups de torpille. Ensuite, j'ai pu récupérer ces mêmes vaisseaux pour aller les revendre dans un port, et donc du coup, j'ai créé une routine comme si mon personnage vivait dans cet univers. En fait. Et c'est la sensation que j'ai eue dans Starfield, c'est un univers vivant en fait. J'ai vraiment eu l'impression de faire partie d'un gigantesque échiquier, et ça, c'était très très cool. Ouais, c'est immersif. C'est très très immersif, et surtout ça permet aussi quand on croise certains personnages qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand on les recroise derrière et qu'on a l'occasion de les buter par exemple ou de les enfermer, et tu vois il y a cet aspect un petit peu jouissif. C'est tu m'as cherché, ok, tu vas finir en tôle en fait. Et ça c'était plutôt cool. Sur les planètes, donc j'ai scanné méticuleusement les environnements, les ressources, les créatures et les objets rencontrés, ce qui me donne des informations précieuses à mon journal, mais ça n'a pas été une activité que j'ai préférée en fait. Un jeu comme No Man's Sky fait ça nettement mieux. Et là, on va dire que c'est plus là pour faire genre en tout cas. Après, je pense que si on développe son personnage avec une spécialisation scientifique, ça peut être valable, mais en tout cas pour l'histoire de mon perso, ça valait pas le coup. Malgré ça, le manque de véhicules et l'aspect procédural fut une déception pour moi. Beaucoup de biomes se répètent, et même si certains panoramas sont somptueux, j'ai senti une certaine lassitude une fois les quêtes de factions terminées. Les promesses d'un No Man's Sky ou d'un Star Citizen sont malheureusement fausses. Nous sommes sur un pur jeu Bethesda, c'est Skyrim avec un skin science-fiction. Nous avons donc un menuing archaïque d'époque, une mise en scène d'époque, une intelligence artificielle d'époque et je ne parle pas de la sacro-labiale aux fraises des personnages. L'interaction, malgré tout, a joué un rôle clé dans mon parcours. J'ai eu la possibilité d'interagir avec une variété de personnages, de factions et d'événements dans la galaxie. Mes dialogues, basés sur un système de choix multiples, ont influencé mes relations et ma réputation avec différents éléments. Ça, je l'ai bien ressenti tout au long du jeu. De plus, j'ai eu l'occasion de recruter des compagnons, chacun ayant sa propre histoire, personnalité et compétences. Certains mieux écrits que d'autres, certes, mais je me suis attaché à certains personnages. Quand un personnage meurt, j'étais dégoûté, j'ai perdu un perso pendant ma partie, ça m'a fait chier parce que c'est un perso qui m'avait suivi pendant une grande partie de l'aventure en fait. Du coup, j'ai fini l'aventure avec un autre personnage et c'était pas pareil. Les factions présentes dans la galaxie avaient tous leurs propres objectifs, alliés et ennemis. J'ai pu choisir de les rejoindre ou de m'opposer à elle. J'ai également été impliqué dans des événements importants, des situations qui avaient des conséquences significatives sur le monde du jeu. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, tous nos choix et toute notre façon de jouer ont de réelles conséquences sur la vision des PNJ et surtout sur ce qui se passe dans le monde. C'est un peu le syndrome Skyrim, en fait, on n'est pas un personnage important de l'univers, on est le seul et l'unique personnage important de l'univers. On peut chausser toutes les casquettes si on le souhaite. On est un peu le luxe
Skywalker de Starfield. Le jeu commence, c'est d'ailleurs un peu mal écrit, c'est on arrive, on tombe sur un artefact, on a une vision, on croise un mec, il nous file un vaisseau, bam, ça fait qu'un quart d'heure qu'on a commencé, l'aventure est lancée en fait. Sympa le mec, hein. Le mec très sympa. Par moments ça manque de finesse, mais aussi je pense que c'était nécessaire à notre période où les gens consomment le jeu vidéo de façon très très rapide. Il fallait rentrer rapidement dans le vif du sujet, et voilà le genre de dérive que j'aime pas trop, j'avoue. Le combat a été une facette très très trop même importante de mon aventure, que ce soit dans l'espace ou sur les planètes. J'ai dû affronter des ennemis en utilisant des armes classées en 3 catégories, donc les balistiques, énergétiques ou magnétiques. J'ai ressenti l'absence du VAT, tu sais, c'est le petit ralenti de Fallout en fait qui permet de tirer sur certaines. Voilà, j'ai voulu l'utiliser machinalement vu que les Fallout je les maîtrise pas mal, et le fait qu'il soit absent, j'ai trouvé ça dommage, je t'avoue. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gravité, la météo, la furtivité et la physique ont tous joué un rôle important pendant mes combats. Et ce sont les meilleurs gunfights d'un jeu Bethesda en fait. À l'heure actuelle, on sent qu'ils ont été aidés. De mémoire, ils ont été aidés par les créateurs de Doom, si je me souviens bien. ID Software. Et ça se ressent. Ça se ressent. Au début, le personnage est un peu rigide, mais dès qu'on commence à avoir des compétences et qu'on peut tout de suite sauter avec son jetpack, ralentir un peu le temps, faire des glissades. Ouais, c'est agréable, c'est jouissif. Voilà, c'est beaucoup plus dynamique et punchy. Après, encore une fois, ça reste un jeu qui, un peu comme Red Dead Redemption en fait, où toutes les quêtes se terminent par des gunfights, et ça c'est dommage parce que pour moi ça reste quand même malgré tout un loupé, aussi fun soit-il. Je vais attaquer par les plus et les moins. Donc au niveau des plus, la richesse de son univers qui propose des environnements spatiaux magnifiques et crédibles avec une attention portée aux détails et à la physique. J'ai trouvé qu'il y avait une grande liberté qu'on nous accordait, en tout cas on peut vraiment personnaliser son personnage, son vaisseau, ses bases. Tout ça, c'est facultatif. Il n'y a même pas d'explication en tutoriel pour nous dire comment faire. On doit vraiment apprendre sur le tas. Mais ce sont vraiment des mini-jeux dans le jeu, en fait. Et pour peu qu'on qu'on rentre dedans, moi j'ai passé 15 heures à créer mon vaisseau, en fait. Donc ça peut aller très très vite. Et suite à ça, quand on se balade avec son vaisseau, qui est classe, et là tout de suite, quand on va faire nos missions dans l'espace avec notre vaisseau et qu'on canarde d'autres vaisseaux spatials, tout de suite c'est grisant. Cette impression de piloter le Faucon Millennium, tu vois, ou un vaisseau de Starfleet, donc ça reste très très cool. Oui. Le gameplay est solide, qui mélange des phases donc de combat spatial, de tir à la première personne ou à la troisième personne. J'ai fait quasiment tout le jeu en TPS, moi. De dialogue, de piratage, il y a de la furtivité, de la gestion de ressources. La partie piratage, c'est un système de crochetage qu'ils ont changé en fait avec des cercles en fait, et il y a des petites encoches sur ces cercles-là, et on doit trouver les bonnes formes à mettre dedans en fait. Si on se foire, ça crame le petit appareil, et donc du coup on peut pas ouvrir la porte. Et j'ai trouvé ça sympa parce que ça modernisait en fait le fameux système de crochetage comme on voit dans tous les jeux Bethesda. Mais ça reste du coup du Bethesda en tout cas. Ouais. Pour finir dans les points positifs, la bande son que je trouve remarquable, qui accompagne parfaitement l'ambiance du jeu. J'ai malgré tout un bémol, c'est qu'il n'y a pas de radio comme Fallout justement, et j'aurais aimé avoir des radios en fait dans les systèmes que je vais visiter avec des gens qui parlent, pourquoi pas parler de la politique du secteur, pourquoi pas de balancer les avis de recherche, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a de la musique tout le temps. La musique, elle est extra-dégétique en fait, donc elle fait pas partie du jeu, et c'est dommage en fait parce que encore une fois, ça nuit à l'immersion. Au niveau des mois, donc c'est un jeu Bethesda, donc le jeu souffre de nombreux bugs et de problèmes techniques, donc ça voilà, c'est pas le plus pété que j'ai joué de chez Bethesda, mais j'ai eu quand même 2-3 trucs plutôt drôles dans le genre en tout cas. Le scénario peu original et peu captivant par moments, ça se relève quand même vers le dernier acte en tout cas. Un gros manque d'innovation et de créativité qui rend le jeu trop proche des précédents jeux Bethesda sans apporter de réelles nouveautés. Les micro-temps de chargement, donc qu'on se rassure, ils sont courts, c'est 2-3 secondes max, mais en attendant, ça sort quand même de l'expérience. Quand on voit notre vaisseau décoller, qu'on a un écran noir, on a un petit logo de chargement qui dure 3 secondes, c'est dommage, concrètement. Ouais. Le menuing, qui est vraiment d'une autre époque. Enfin, c'est... là, les gars, faut vraiment qu'ils bossent là-dessus. C'est encore, j'ai trouvé les raccourcis, j'ai pu, on va dire, après, instinctivement naviguer dans les menus comme je voulais. Mais bon, on a vraiment connu des menus beaucoup plus accessibles, en tout cas.
Les chants contre chants de l'angoisse. Quand tu parles à des gens, tu vois les gens en face qui te regardent. Des fois, ils sont dos à toi et il y a la tête qui tourne à 180 degrés. T'as l'impression d'être dans L'Exorciste, par exemple. Ou alors, tu vas te pointer, il y a 3 personnes en train de parler et puis ils vont se retourner pour te regarder tous les 3 en même temps. T'as l'impression d'être dans l'invasion des profanateurs de sépulture. C'est hyper glauque. Et non, là, clairement, ils ont du taf sur la mise en scène. C'est juste pas possible, en tout cas. Bagarre. Il y a trop de bagarres à mon goût. Et pas de possibilité de piloter le vaisseau dans l'atmosphère et de se poser non plus, en fait. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment, on arrive au-dessus de la planète, on scanne la planète, on choisit où on se pose. Il y a une petite cinématique, on se pose, on sort du vaisseau et ça c'est dommage parce qu'encore une fois, ça peut bloquer. J'ai un ami qui y joue et pour lui c'est totalement rédhibitoire en tout cas. Donc je te fais un petit coucou Nounours. Je sais que toi ça t'embête beaucoup et je suis d'accord, au bout de 130 heures de jeu, c'est emmerdant. En conclusion, Starfield est un jeu qui a des qualités indéniables, mais qui ne parvient pas à tenir toutes ses promesses. C'est un jeu qui plaira aux fans de science-fiction, mais surtout à Bethesda, mais qui risque de décevoir les joueurs les plus exigeants techniquement. Starfield est un jeu terriblement addictif, et je m'y replongerai sans déplaisir. Le titre en a vraiment trop fait par moment, comme la communication autour du jeu. Il souffle l'excellence comme la médiocrité. Starfield, c'est un peu comme un vieux pote que t'as pas vu depuis 10 ans. C'est toujours le même et tu passes un très bon moment, mais en disant j'ai changé, certaines choses ont changé, et ce qui me faisait marrer à l'époque sont devenus assez cringe maintenant. Excellent. Ça me donne vraiment le sentiment, parce que t'as dit un petit peu, en fait, ils ont péché par orgueil, presque ils se seraient focus sur l'essentiel, sur tous les points forts, et en enlevant tout ce qui était superflu, je pense qu'ils tenaient un jeu exceptionnel en fait. Ils sont partis dans tous les sens, ils ont voulu vraiment, je pense, en donner pour tout le monde. L'amateur de construction, il va avoir ce qu'il veut, l'amateur de RPG, il va avoir ce qu'il veut, l'amateur d'action va avoir ce qu'il veut, mais tout est fait, mais pas au top en fait, tu vois, c'est toujours un petit peu nuancé, il y a toujours... c'est comme si t'avais fait un super gâteau, trop bon et tout machin, mais que tu foires ton glaçage au dernier moment, tu vois. Toi, ça ressemble à une grosse bouse par-dessus, alors que le gâteau, il est juste trop bon, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Il y a des choses, en fait, qui sont juste inconcevables à notre époque. Le fait de passer 4 fois par le menu pour pouvoir aller chercher des choses dans son inventaire, enfin, ça, non, je suis désolé. Après, tu peux mettre des raccourcis sur ta croix directionnelle, donc tu peux en mettre 3 sur la touche du haut, 3 sur la touche du bas et de chaque côté, tu vois. Mais ça n'empêche que, t'es très, très limité, quoi. Et pareil, le fait d'avoir son inventaire qui t'empêche de courir ou de te TP quand tu es surchargé, c'est un non-sens à notre époque. Alors c'est pas comme dans Fallout où dès que t'étais plein tu pouvais plus avancer, tu vois. Là tu peux quand même continuer à courir, sauf que ça va te baisser ta jauge d'oxygène, et si ta jauge d'oxygène descend trop bas, ça te réduit ta vie. Ah d'accord, ok. Donc ton perso il risque de faire une syncope en gros, tu vois. Donc c'est un peu moins punitif que sur un Fallout ou un Skyrim, tu vois, mais ça reste quand même très très chiant, quoi. Et puis pareil, on est dans le futur. Les téléphones portables, ils sont où dans le futur ? Parce que tu prends ton vaisseau, tu vas faire une quête à l'autre bout de l'univers, tu finis ta quête, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Reprendre ton vaisseau, repartir, aller voir le mec qui t'a confié la quête, pour lui dire « Hey, c'est bon, j'ai fait ta quête ». Et là, le mec, il va te filer tes crédits et tu vas te casser. Tu pouvais pas l'appeler de ton vaisseau spatial directement pour lui dire « Hey Polo, j'ai fini ton truc ». J'avoue, ton bilan carbone, là, il était pas ouf, qui non, pas du tout. Et heureusement, on n'a pas le carburant à gérer. Mais je veux dire, ça, c'est dommage. C'est des petites choses, mais qui te sortent du jeu. Tu vois ? Pourquoi on peut pas passer un simple coup de téléphone ? Ouais, c'est dommage. C'est vraiment... ce qui est de l'expérience du jeu en plus, c'est vraiment l'effort du joueur qu'il a à faire qui peut sortir certains de l'immersion. Mais Todd, il se vantait, il disait, je crois que c'est la semaine dernière ou cette semaine, que de toute façon Starfield sur la durée ce sera un jeu exceptionnel, c'est un jeu qui est fait pour durer. Mais en fait non, quand tu sors ton jeu il doit être nickel maintenant, tu vois. Si c'est dans 10 ans, si c'est comme Cyberpunk, tu vois, ton jeu tu le sors, il est perfectible et 2 ans après il est exceptionnel. Je trouve que c'est pas chouette avec les joueurs, tu vois, qui auront investi comme toi, Day One, sur des promesses qui en tout cas sont pas tenues. C'est clair. Le jeu semble très très bien, mais tout n'y est pas. Le contrat est pas rempli, quoi. Surtout, c'est comme si, là pour Starfield, c'est pas le cas, mais je pense pour Cyberpunk, t'as l'impression de payer une alpha plein pot en fait. Et au final, c'est le retour des joueurs. On est bêta-testeur gratos, enfin même plus que gratos, on a payé pour être bêta-testeur. Et en plus, on va leur dire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et en plus, les mods vont arriver l'année prochaine, où au final, ce sont les joueurs qui vont corriger les défauts
défauts du jeu. Donc oui, ça sera un bien meilleur jeu, mais encore une fois, c'est pas dans ce sens-là que c'est censé fonctionner le jeu vidéo. Enfin, moi, si je rends un boulot saccagé à mon boss et que je lui dis bon bah écoute, dans 3 mois tu vas voir, il sera cool. Enfin, je m'en fous. C'est maintenant que je le veux ton truc, pas dans 3 mois. Enfin, c'est un non-sens en fait. Donc voilà. Après. Encore une fois, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses négatives dans mon test. C'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé. C'est un jeu que je vais refaire. Le New Game Plus me tente énormément. La fin est hyper pertinente et la direction que ça prend m'a beaucoup emballé en tout cas. Mais voilà, encore une fois, c'est surtout les quêtes secondaires, les quêtes avec les Marshals, les quêtes d'infiltration chez les pirates de l'espace. Enfin, ça, c'est des choses qui vont me marquer en tant que joueur. Mais à côté de ça, c'est pas du tout la quête principale. Hein. Mais rappelle-toi, Skyrim, c'était un peu pareil. La quête principale était pas ouf, mais c'était surtout les quêtes secondaires qui étaient cool, quoi. Là, c'est pareil en plus, tu vois. Donc ainsi se conclut mon test de Starfield, donc qui est disponible sur Xbox et PC, disponible dans le Game Pass bien sûr, et puis vous pouvez le trouver un petit peu partout à l'achat bien entendu. On ferait bien un petit comptoir des auditeurs avant d'attaquer ton sujet hors sujet. Eh ben écoute, comptoir des auditeurs, allons-y. Donc déjà, pour nous contacter, vous le savez, sur les réseaux, n'hésitez pas, on est à votre écoute, on essaie de répondre à tout le monde, et pour l'instant on y arrive, parfois on met un peu de temps, mais on y arrive. Big up à Isaac qui nous a contacté sur Insta, et j'ai noté parce que c'est un fan de Red Dead Redemption, le 1, le 2, il adore les AAA, il adore Zelda Majora's Mask, et donc c'est vraiment tes goûts, donc ça m'a fait rigoler. Lui, il aime... Tu es un homme bien. C'est un homme qui a du goût. Je t'apprécie beaucoup, sache-le. Mais il aime beaucoup les AAA, mais il aime bien le podcast parce que justement ça lui permet de découvrir, tu vois, des jeux un peu plus obscurs, des jeux de niche, donc ça c'est pas mal. Tout à fait. Et aussi big up à nos amis de Point and Think qui ont lancé leur podcast aussi, donc toute l'équipe, Julien, Brian, Bilal, Co, qui font un super taf, ils soutiennent la Taverne du Gamer, donc évidemment en retour on les soutient, c'est des gars vraiment très Surtout cool. C'est très cool et c'est très quali, j'ai passé un très bon moment à écouter leur premier épisode. Ouais, franchement c'est bien. Là ils en ont sorti un sur Chant of Senna où ils ont interviewé les devs, donc non franchement très sympa. Moi de mon côté je voudrais remercier Anthony qui nous a contacté sur Facebook et qui nous a recommandé la série en manga bien sûr Dragon Quest. Je sais que c'est toi qui es plus spécialiste que moi de la partie Dragon Quest. Je sais que tu as vu la dernière série télé en date de mémoire. Ouais, j'ai vu Dragon Quest, la quête de Dai. À l'occasion, Anthony, je te ferai une petite chronique dessus sur la quête de Dai, c'est assez cool. Donc déjà un petit creux dans les chroniques, et c'est un fan de Dragon Quest aussi, des jeux vidéo, j'ai vu, donc pareil, une personne de goût, hein. On a de la chance, hein. Il nous a d'ailleurs déconseillé le dernier en date qui est sorti, qui a l'air tout flingué. Ok. On recommande pas. Du coup, on recommande pas le dernier Dragon Quest. C'est Anto qui le dit, et il commente souvent sur Facebook, donc merci. Oui, c'est clair, il participe beaucoup. Merci à lui en tout cas, c'est très cool. Alors retrouvez-nous du coup sur Twitter, Facebook, Insta. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. On a même un formulaire sur notre site si vous n'êtes pas réseaux sociaux, parce qu'on essaie de donner la parole à nos auditeurs avant tout, parce que ce podcast il est fait pour vous. Donc on prend plaisir en tout cas dans ces interactions. Donc si vous avez des messages à faire passer en podcast, n'hésitez pas. Donc c'est parti pour ton sujet hors sujet. Donc tu vas nous parler d'un manga. Tout à fait. Donc pas de transition en musique parce que c'est qu'un manga papier. Donc là je pouvais pas, à part vous mettre peut-être des petits bruits de pages qui se tournent, je sais pas. Mais on peut peut-être trouver une musique qui pourrait rappeler un petit peu le manga. Écoute, ça sera à travailler l'idée. Mais en tout cas, on garde le regard fixé vers les étoiles et on parle toujours de nos auditeurs puisque c'est Gaëtan, pareil, un auditeur des premiers jours, un très fidèle, qui a fêté son anniversaire un jour après moi, le 1er octobre. Donc, joyeux anniversaire un petit peu en retard. Joyeux anniversaire. Il nous a proposé ce manga sur l'astronomie et forcément, tous les deux, on adore ça, Kira. Donc, après Starfield, je pense que c'est très très bien. Manga de style seinen, josei. Donc, c'est pas un shonen comme on connaît Naruto, One Piece, Senseiya, bien que seinen, shoujo, shonen, c'est plus la catégorie de personnes qu'ils visent avec le manga. Après, il y a des sous-genres, par exemple pour Dragon Ball ou One Piece, c'est du neketsu exactement. Donc là, on est plutôt avec le mouvement de la Terre, sur un manga qui se veut pour adultes, parce que, je dis tout de suite, c'est un petit peu trash quand même. Il y a des moments, il y a des passages un peu violents, c'est vraiment mature comme manga, donc c'est une belle proposition, hein. C'est ça qui m'a tout de suite un petit peu déstabilisé, je dirais après. Et tu vas voir, Kira, en plus, ce qui est très intéressant, c'est son contexte, et je pense que ça va te plaire.
Donc il faut imaginer, on parle des étoiles, mais en fait on est au Moyen-Âge. Il faut imaginer un Moyen-Âge en plus très cohérent, immersif. Par contre, il n'y a pas de chevaliers dans ce manga, c'est plutôt des moines et des inquisiteurs en opposition à des hommes de science. Donc on a comme toile de fond, non pas des combats épiques, des donjons, des dragons, mais vraiment un regard tourné vers les étoiles, sur les études. Donc tu vois, ce manga propose tout de suite cette dualité entre la religion et la science. J'y viendrai un petit peu plus tard, mais c'est les prémices en tout cas, pas de l'astronomie parce que ça faisait déjà très longtemps qu'on étudie les étoiles, mais les prémices d'une révolution dans l'astronomie. Et donc dans ce monde qui était le nôtre il y a fort longtemps, la religion et le dogme actuel en fait de la pensée place la Terre au centre de l'univers et tout le reste gravite autour de la Terre. C'est le tout basé sur les croyances plutôt bibliques, hein, c'est l'église, c'est la religion à ce moment-là, et aussi les thèses de Ptolémée à l'époque, qui est un célèbre astronome, mais d'il y a presque plus de 1000 ans par rapport à l'époque où on se parle, et ils ont toujours gardé ces dogmes-là, mais des voix commencent à s'élever, et c'est la vraie histoire, hein. Il y a 1000 ans après, c'est la thèse de Ptolémée à peu près, la croyance commence à s'étioler, et quelques savants, fous aux yeux de l'Église, mais des savants commencent à imaginer, calculer, théoriser, démontrer une théorie qu'on appelle l'héliocentrisme, donc en fait où c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et que c'est la Terre qui bouge autour. D'accord. Ce qui, tu vois, est une énorme révolution parce que jusque maintenant, et pour l'Église, la Terre était centrale, l'être humain, l'homme était au centre de tout, au centre de l'univers, et tu vois, ce nouveau aspect d'étude de ces savants démontrerait tout l'inverse. Donc ça crée évidemment, tu te doutes, un énorme remous dans la société à cette époque. Oui, puis c'est intéressant, moi j'ai toujours été fasciné par l'opposition entre la religion et la science, tu vois. Donc là, on est vraiment pile dedans. Et bah complètement, sachant qu'en plus je continue, c'est vraiment l'axe de ce manga. Donc j'allais parler justement de cette dualité entre la science et la religion, parce que tu l'auras compris et vous l'aurez compris, c'est vraiment tout l'enjeu de cette œuvre. C'est cette dualité entre les deux, où tu as la religion d'un côté qui est très réconfortante, rassurante, qui explique tout, grâce à des anciennes études ou aux écrits saints, et tu as cette partie de la science plus novatrice, ouverte à l'inconnu, qui n'hésite pas à casser les codes, casser les repères. Et donc, pour illustrer dans le manga cette nouvelle équation, un des personnages centraux, qui est un antagoniste, est un inquisiteur, donc qui est vraiment la police de la pensée. Toutes les personnes qui oseront évoquer ces thèses de l'héliocentrisme, comme j'expliquais auparavant, finiront torturés pour dénoncer leurs copains, okay. Et finis au bûcher. Voilà dans quelle ambiance, si tu veux, vont gravir les protagonistes de l'histoire. Et petit choc que j'ai eu, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, la première planche, donc la première page que tu ouvres, c'est une scène de torture, où tu vois justement un inquisiteur très ouvertement torturer une des personnes qui avait une croyance un petit peu différente de celle de la religion à l'époque. Donc les scientifiques, ces scientifiques, ceux-là sont décrits comme des hérétiques, ils sont chassés, ils sont pourchassés, torturés, alors que finalement, ils sont illustrés dans le manga comme des personnes un peu courageuses, qui ont des idées différentes, qui reculent pas. Donc c'est vraiment ces deux forces qui s'opposent, qui sont passionnantes vraiment à lire, on accroche tout de suite. Et le manga, dans ses derniers tomes sortis, va un petit peu plus loin, où ça parle même de la lutte des classes, du rôle des femmes dans cette société. Et ce qui est intéressant, c'est que ces scientifiques, tu vois, qui ont un regard différent, ils ont une foi aussi, ils ont une foi en leurs idéaux, ils ont une croyance qui est différente, mais ils croient aussi. Donc c'est des personnes qui finalement, tu vois, s'opposent, alors que intrinsèquement ils sont, tu vois, c'est pareil, c'est des personnes avec des fortes convictions. Oui, c'est clair. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça rappelle que la science est un héritage, c'est un combat de nos ancêtres, il y a eu un savoir, le savoir c'est l'héritage, c'est vraiment l'héritage des hommes à travers les générations. C'est très très bien retranscrit dans ce manga, et d'ailleurs cette révolution a vraiment eu lieu, hein. Copernic, Galilée qui ont démontré que les choses étaient différentes, donc c'est pas du spoil, c'est la vraie histoire. Mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que la science c'est vraiment un passage de flambeau de génération en génération, et ce manga aussi illustre ça, parce que là où je vais t'étonner, c'est qu'il n'y a pas de héros ou d'héroïne vraiment dans ce manga, ou plutôt si, il y a une héroïne, mais c'est pas une personne, c'est une idée, c'est une théorie, parce que tout va se concentrer au travers de cette théorie que je parlais, où le soleil est au centre et que la Terre gravite. Et en fait,
c'est cette idée-là qui va parcourir les mangas, qui va parcourir les tomes, qui va faire toute l'histoire. Ça va être le fil conducteur, parce que les protagonistes, eux, vont changer régulièrement dans le manga. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de héros. La seule héroïne qui existe, c'est cette idée, et les personnages, eux, vont changer. Et à chaque fois, vont se transmettre le flambeau de cette idée, des études, des calculs à faire, et de réussir à démontrer que leur thèse est la bonne. Donc tu vois, ça c'est une approche qui est... C'est original, un peu comme dans Fondation, en fait. C'est une idée super originale, parce que on s'attache pas qu'à des personnages, mais on s'accroche nous en tant que lecteur à une idée qui doit vivre au travers des volumes, avec des personnages qui changent, qui ont le même but, mais qui changent. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, parce que ça se renouvelle toujours comme ça. D'accord, je vois. Parlons un petit peu du style, parce qu'évidemment, faut pas trop que j'en dise. Il y a 4 mangas de sortie, j'en ai lu 3,5. J'ai pas tout à fait fini le 4e. Ce sera une série en 8 tomes, donc pas une très très grosse série en plus. Oui, c'est clair, ça se lit bien. Ouais, ça se fait bien. Donc, encore une fois, j'en dirai pas plus dans l'histoire, parce que pour pas dévoiler les éléments d'intrigue. Mais sur le style du manga, donc le mangaka s'appelle Uoto, U-O-T-O. Il est au scénar, il est au dessin. Et finalement, quand on connaît un petit peu ce mangaka, on a tout compris, parce que déjà il est assez jeune, donc il est du genre à bousculer un peu les codes, donc c'est pour ça que son manga est assez frais dans ce qu'il propose. Et aussi, lui a fait des études d'astronomie, de sciences surtout, et d'astronomie, avec un des thèmes forts qu'il adore, c'est la violence. Et en fait, ça résume finalement, c'est pour ça que je trouve que c'est une œuvre qui est très intime pour lui, parce que ça résume un peu tout ce que j'ai dit. T'as vu la violence de la torture et tout, des personnes qui osaient penser différemment, tout en travaillant la partie astronomie, science, basée sur des faits réels. Et pareil, j'ai noté quelques petites anecdotes pour toi, Kira. Ses films préférés à ce mangaka, c'est District 9, Interstellar, Taxi Driver, Quentin Tarantino, donc il est plein de bon goût, ce mangaka quand même. Oui, c'est clair, hein. Que du ouais, franchement, il a du goût. Et son dessin, en plus, moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'il a un dessin d'une grande simplicité. Et moi, je trouve que un manga ne doit pas être tape à l'œil. Un manga, pour qu'il soit réussi, doit être lisible. Moi, j'aime pas les mangas où ils en font trop, où c'est presque trop beau. Moi, je préfère un manga, tu vois, qui est clair, lisible, avec des planches très très faciles à lire. Et c'est comme ça que t'enchaînes bien les pages. Moi, j'aime pas devoir m'arrêter sur un dessin pour comprendre ce qui est... Pour détailler, oui. Pour comprendre l'action, je trouve que c'est pas un bon point. Et lui, il a un trait vraiment très lisible, très fin, et ça, j'aime beaucoup. En tout cas, ça a l'air intéressant, dit comme ça. Je serais curieux de voir un petit peu la patte que ça a, en fait. Quand tu m'en parles, j'imagine un petit peu une patte très, comment dire, tu sais, à la Gantz, ou un peu comme Gutanabe, tu vois, où c'est assez épuré et c'est très, très lisible. Ouais, bah écoute, je t'enverrai des photos et je mettrai des images sur Internet, mais j'aime beaucoup. Et chose aussi importante à préciser, il a remporté un prix avec ce manga, donc c'est un manga qui est primé, un prix Tezuka Osamu, donc par le grand maître. Il y a un concours, il avait récupéré le 26e prix, je crois, donc voilà, une belle réussite. Et en conclusion, donc il nous signe là une œuvre que j'ai trouvée vraiment très intime, comme j'ai dit, avec des thèmes vraiment forts, un récit narratif construit en plus différemment, comme j'ai dit, et j'ai été vraiment séduit par cette idée, donc de cette dualité entre la science et la religion. Bon, il faut se dire que c'est parfois cruel, c'est parfois violent, mais c'est aussi très doux, très beau, poétique, vraiment à l'image d'un ciel étoilé qu'on regarderait, où on ferait des mesures. Donc c'est ça, la violence est vraiment entrecoupée de scènes vraiment magnifique de l'espace qui nous entoure, qu'on ne voit plus d'ailleurs, on prend plus le temps de regarder le ciel et on se rend compte à quel point quand même c'est vraiment beau l'astronomie. Donc l'héroïne, je l'ai dit, c'est pas un personnage, c'est une théorie qui nous paraît tellement banale aujourd'hui, que le soleil est au centre et que nous on tourne autour. Bon, il y a que les platistes, eux, ils pensent, je pense, un petit peu différemment, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est une belle histoire, une histoire vraie, basée sur l'astronomie. Je le recommande très vivement. Merci pour cette recommandation qui vraiment m'a touché. Et j'espère que certains d'entre vous franchiront le pas, parce que c'est une très très belle œuvre. Bah tu vois, je pense que je vais te les emprunter parce que ça me tente beaucoup. Et bah je te les prêterai. Je ferai l'intégrale, donc si tu veux, quand j'aurai les 8 tomes, je te les prêterai ou au fil de l'eau, comme tu veux. Ouais, carrément, je les enchaînerai direct. C'est très très bien. Et donc tu peux rappeler le titre Tu as raison, parce que je sais même pas si je l'ai dit vraiment en entier, parce que c'est Du Mouvement de la Terre. C'est édité chez Kiun, ça coûte 7 € et quelques le volume, et il y en aura 8 en tout.
Bon, ça va, c'est pas excessif en plus, donc petite série à lire comme ça entre deux, quoi. C'est cool. Ainsi se conclut du coup cet épisode 49 déjà, on approche doucement mais sûrement de l'épisode 50. Je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire pour nos auditeurs? Ou faire un peu de teasing peut-être pour la semaine prochaine? Je voulais faire un peu de teasing parce que la semaine prochaine on va parler de combat de robots. Un jeu que je fais depuis longtemps. J'en suis à mon New Game Plus 3, donc je suis en train de le poncer bien comme il faut. Et j'en parle la semaine prochaine, donc une grosse sortie de chez From Software. Et toi, ton sujet, t'as une idée? Eh bah pas du tout. Comme d'habitude, hein, ça sera fait courant de semaine. Bonne inspiration. En fait, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas d'idées. Enfin, tu vois, c'est ça le problème. J'ai trop d'idées, j'ai envie de parler de plein de choses et tout, mais je me dis, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Enfin... En tout cas, je fais un truc sur des robots. Donc si tu veux qu'on essaie de rester un peu dans le thème, tu vois, à toi de voir. Ouais, c'est vrai que les robots, c'est pas ma spécialité, mais il faut que j'essaye de trouver quelque chose qui parle de robots. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Sur ce, en tout cas, moi je remercie chaleureusement, comme toujours, toi Kira évidemment, et nos auditeurs, et puis on se dit à très vite. Merci à tous, et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.